Du 19 au 25 août 1944, dans la capitale, le cœur est à la fête. On escalade les chars, on s'embrasse. Paris célèbre sa libération et la fin de 4 années d'occupation. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Sauf qu'à bien regarder les images des actualités de l'époque, une chose peut sembler étonnante. Il n'y a aucun combattant noir. Comme s'il n'y avait pas eu de combattants noirs dans cette 2e division blindée, la colonne de chars du général Leclerc, chargée de libérer Paris. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le blanchiment, comme nous l'explique Raphaël Scheck, professeur d'histoire moderne de l'Europe au Colby College. Ça veut dire de retirer du front les soldats noirs, surtout les soldats venus des colonies françaises au sud du Sahara. On les remplace avec des soldats blancs, parfois quelques nord-africains, mais surtout des soldats blancs métropolitains ou de la population européenne de l'Afrique du Nord. Et c'est justement ce qui est arrivé à la division Leclerc, la 2e DB. C'est devenu un peu une division d'élite de l'armée de la France libre qui se composait d'ailleurs très fortement de Noirs. Ils doivent alors choisir entre être démobilisés ou rejoindre une unité d'infanterie, la 1re division française libre. Durant l'été 1943, la 2e DB ne compte plus qu'un soldat noir, Claude Madembassi. Cette photographie, prise à l'automne 1944 à Cornimont, dans les Vosges, est l'unique image d'archive qui témoigne de l'épisode méconnu du blanchiment des troupes coloniales. Libérer Paris. Je le dis, mais vous ne pouviez pas nous empêcher de prendre Paris. Peut-être qu'un seul serait arrivé au pied de la Tour Eiffel. Mais quand vous dites à des gars qui se battent depuis 4 ans, du fond du monde, vous leur dites, c'est Paris. Mais non, c'était bille en tête, on libère Paris. C'est-à-dire que moi, j'étais chef de char à l'époque et je connaissais la route, mais les yeux fermés. J'étais à la tourelle avec mon micro et je disais à mes camarades de char, la route va tourner, la route va monter. Maintenant, il y a un autre virage à gauche. Je connaissais la route par cœur et je pleurais. On attendait les ordres, soit pour continuer, soit pour rester là, on attendait les ordres, c'est tout. Et là, les ordres qui sont arrivés, c'était le blanchiment. L'argument de l'époque, c'est de dire c'est le froid. Les soldats africains ne peuvent pas tenir le froid, etc. Pourquoi les soldats africains et pourquoi pas les soldats nord-africains qui sont peut-être quand même pas plus résistants, etc. Donc en fait, c'est une manière de cacher quelque chose. On donne le prétexte du froid. Aussi bien les journaux de marche et des opérations que les rapports des autres officiers français de l'armée ne donnaient aucune explication vraiment valable des raisons de ce blanchiment. C'était toujours le problème du climat et tout. En fait, la véritable explication tient au fait que De Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs. On a effectivement de jeunes résistants qui se sont engagés dans les rangs de l'armée, qui sont acheminés dans le nord-est de la France et qui vont remplacer poste pour poste des tirailleurs sénégalais qui sont au front, qui sont en ligne, qui sont dans le trou de combat avec des soldats allemands à 200 mètres en face d'eux. Et comme l'armée française manque de tout, à ce moment-là, quand on les remplace, il faut aussi récupérer leur armement, leur uniforme, leur équipement. Donc, entre guillemets, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Chez nous, dans notre section, c'était le matin qu'ils sont venus. Alors les officiers étaient là, c'était une petite cérémonie. Moi, j'ai donné que ma carabine que j'avais. J'ai donné à un jeune. On était une dizaine qu'on ne se connaissait pas, une dizaine comme moi. Et il y a des Sénégalais, chacun avait un Sénégalais devant lui. C'est-à-dire un grand monsieur par rapport à nous. Et le Sénégalais
s'est déshabillé en gardant le caleçon long. Nous, on a enlevé notre petit truc civil et on a remis le pantalon, etc. Du Sénégalais. On ne voyait plus nos mains. Durant quelques semaines d'octobre et de novembre 1944, entre 15 000 et 20 000 tirailleurs sénégalais de la première armée sont blanchis, remplacés au front par des FFI, des résistants des forces françaises de l'intérieur. Ce qui est terrible, on leur retire leur tenue donnée par les Américains. On leur retire leur tenue qu'on donne à des jeunes FFI. C'était en 20 ans. N'ont aucune expérience, n'ont même pas de formation. Beaucoup d'officiers qui étaient responsables de ces tirailleurs sénégalais ont exprimé leur inquiétude. Ainsi, le général Brosset se plaint auprès du général Delattre. Blanchi, ma division sera très loin de sa valeur antérieure. Il est effectivement curieux de noter que, au moment où la France n'est pas entièrement libérée, on choisit de se priver de troupes aguerries, combattantes, efficaces. Et c'est ce qui fait aussi que le blanchiment est paradoxal et presque inexplicable d'un point de vue strictement tactique et stratégique. Septembre est frais, octobre est froid. Et le tirailleur noir, magnifique combattant au soleil doux, se recroqueville. Il faut le renvoyer au soleil du midi. Il faut blanchir la division. Et le miracle s'accomplit de 8000 jeunes engagés ignorant tout de la guerre qui viennent relever en ligne, au contact de l'ennemi, leurs frères de couleur vaincus par la neige. Le prétexte du froid et la nécessité de l'amalgame des FFI à l'armée de la Libération ne semblent pas être les seules motivations du blanchiment. Un document à destination du général Delattre affirme en effet: Il est absolument nécessaire que les Sénégalais soient relevés au plus tôt, non seulement en raison de leur inaptitude physique en saison froide, mais aussi par suite de la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes. C'est surtout une question de prestige. On craint que le soldat colonial n'accède à la femme européenne et que, par ce biais-là, le prestige de l'Européen, le prestige du colonisateur en soit considérablement affaibli. Il y a ce tabou de la femme blanche, c'est-à-dire qu'avoir accès à la femme blanche, entre guillemets, c'est porter atteinte à l'ordre colonial.